Merci bien. Mesdames et messieurs, je voudrais encore une fois remercier très chaleureusement le professeur Marie-Anne Vanier et son équipe pour leur aimable invitation à Metz. Je m'excuse pour ma mauvaise connaissance du français et je vous demande votre indulgence. Espérons une illumination pentecôtiste. Permettez-moi de commencer mon exposé par quelques remarques préliminaires. Le sujet de mon exposé concerne un aspect partiel de la correspondance d'Hildegarde de Bingen, l'échange avec l'abbaye Saint-Matthias de Trèves. Cette correspondance est très volumineuse. Elle comprend 15 lettres, 3 lettres de l'abbaye à Hildegarde et 12 lettres d'Hildegarde à l'abbaye. Seule la correspondance avec l'abbaye de Hirsau est encore plus volumineuse. Elle se compose de 19 lettres. Ce constat quantitatif permet déjà de tirer de premières conclusions. Les relations entre Hildegarde et l'abbaye Saint-Matthias devaient être très intenses. Une analyse du contenu de la correspondance confirmera ce constat. Notre hypothèse prend encore plus de poids si nous prenons en compte la période qui suit la mort d'Hildegarde. Le monastère de Rupertsberg a envoyé d'importantes reliques d'Hildegarde à Saint-Matthias, ce qui est également un signe clair de la solidarité. Je reviendrai plus tard sur cet aspect. Mon exposé s'articule en 3 parties. Au début, il y aura un bref aperçu de la correspondance d'Hildegarde avec Saint-Matthias en général. La deuxième partie traite de contenus centraux de la correspondance. Enfin, une brève synthèse est faite en incluant la Memoria d'Hildegarde. Premier point, aperçu de la correspondance d'Hildegarde avec Saint-Matthias. Il est frappant de constater qu'Hildegarde a communiqué aussi bien avec des moines et des abbés isolés qu'avec l'ensemble du couvent de Saint-Matthias. Les abbés avec lesquels Hildegarde a échangé des lettres sont les abbés Bertulf, Gerwin ou Gerwig et Ludwig. Leur mandat couvre une période d'une bonne 50aine d'années. Nous pouvons donc supposer qu'Hildegarde a été en contact avec Saint-Matthias pendant toute la durée de son ministère. En outre, il n'est pas exclu qu'Hildegarde ait visité personnellement l'abbaye dans le cadre d'un voyage de prédication qui l'a conduite à Trèves. Cela expliquerait le ton familier qui se dégage de la correspondance d'Hildegarde. Les lettres des moines Gerwin et Bertulf indiquent que les échanges se sont encore intensifiés vers la fin de la vie d'Hildegarde. La lettre d'Hildegarde à l'ensemble de la communauté de Saint-Matthias présente un caractère nettement doctrinal. Cette accentuation est également connue dans d'autres lettres d'Hildegarde, c'est clair. Certaines lettres ont été dotées plus tard par la tradition des titres thématiques. Elles ont ainsi pris le caractère de traités théologiques. Citons par exemple la lettre d'Hildegarde au clergé de Mayence. Dans la tradition, elle a souvent été intitulée De Catharis.
Le document le plus ancien de la correspondance d'Hildegarde avec saint Matthias est une lettre de l'abbé Berthulf à Hildegarde. La lettre indique qu'en raison des temps troublés, les moines ont longtemps négligé d'entretenir le contact avec Hildegarde. Il faut maintenant le répondre en demandant à Hildegarde d'envoyer un mot d'encouragement à l'abbaye. La tendance générale des lettres d'Hildegarde est de présenter des faits théologiques, ecclésiastiques ou profanes sous la forme d'une autorité acceptée par tous. Des événements historiques ou des détails biographiques apparaissent parfois en arrière-plan, mais ne sont pas abordés en détail. Cela correspond au caractère général de l'épistolographie du Moyen Âge, mais est particulièrement vrai pour les lettres d'Hildegarde. L'accent est mis sur le paradigme, le général, et non sur le privé. De toute évidence, les lettres d'Hildegarde ont été rédigées. Sous leur forme actuelle, elles sont adaptées à une diffusion et à une utilisation publique. Un autre objectif de la rédaction était de créer un liber epistolarum. Nous avons vu cela. Il s'agissait de renforcer l'autorité d'Hildegarde en tant qu'auteur de textes importants, probablement, peut-être, en vue de la canonisation souhaitée. Les limites entre l'activité auctoriale et rédactionnelle sont ici flouées. Jetons à présent un coup d'œil sur le contenu des lettres. Pour Hildegarde, les lettres adressées aux abbés et à la communauté monastique sont au premier plan. Les lettres adressées aux moines du couvent sont nettement plus courtes. Dans toutes ces lettres, Hildegarde est apostrophée comme une autorité hautement vénérée qui donne des conseils. Son statut est au-dessus de tout soupçon. En règle générale, Hildegarde est interpellée en tant que vierge consacrée ou mère bien-aimée. Dans aucune lettre, on ne trouve une évaluation critique d'Hildegarde en raison de son statut de femme ou de sa position de non-savant. Je viens au point 2, le contenu des lettres. La réponse d'Hildegarde à la lettre mentionnée de l'abbé Berthulf a le caractère d'une lettre d'enseignement et de consolation. Son contenu porte sur la manière correcte d'exercer la fonction d'abbé. Ce ne sont pas tant des paroles d'encouragement qu'Hildegarde espère envoyer, mais plutôt des avertissements sérieux. L'abbé Berthulf est invité de ne pas se précipiter, à ne pas faiblir et à traiter les moines avec une douceur maternelle. Ces exhortations ont pour toile de fond des pressions qui ont conduit l'abbé à traiter son couvent de manière dure et exigeante. En effet, l'abbé Berthulf était sous pression à de nombreux égards. L'archevêque de Trèves, Hélène, se servit de lui pour mener à bien des missions importantes pour la politique de l'Église. Dans l'abbaye Saint-Matthias, Berthulf dut à son tour superviser la construction de la nouvelle église du monastère. Finalement,
Peu avant l'entrée en fonction de Bertulf, les ossements de l'apôtre Matthias ont été retrouvés à l'abbaye. Cela a déclenché une intense activité de pèlerinage qui a entraîné ses propres problèmes. Toutes ces choses pesaient sur les épaules de l'abbé Bertulf. Certes, Hildegard ne mentionne directement aucun des événements cités, mais ils sont latents et tangibles. Dans cette situation difficile, Hildegard exhorte l'abbé à traiter son couvent de manière calme et prudente. Les explications d'Hildegard constituent une sorte d'éthique bénédictine. Elle vise à souligner le rôle de la vita contemplativa par rapport à la vita activa et à rappeler une attitude contemplative fondamentale. Dans une autre lettre adressée à l'abbé Bertulf, Hildegard exprime ses doutes quant à l'élection d'un moine dont le nom n'est pas mentionné comme abbé. Ce moine anonyme n'est autre que Gerwin, le successeur de l'abbé Bertulf. Dans 3 lettres adressées à Gerwin lui-même, Hildegard développe ses doutes. Elle met en garde Gerwin contre l'acceptation de la fonction de l'abbé. Lorsque celui-ci se fait néanmoins élire, Hildegard se plaint que les couleurs de son monastère sont devenues sombres. Au lieu de cela, Bertulf devrait entre sa communauté et la guider avec douceur. Le terme d'onction désigne la communication de l'Esprit divin. Il insinue une qualité sacrée, voire sacramentale, de la forme de vie monastique. À la fin, Hildegard transforme son exhortation en une promesse réconfortante. Si l'abbé suit ses conseils, il obtiendra la béatitude éternelle. Cette tournure indique qu'Hildegard n'utilise pas son autorité pour désavouer ses correspondants. Malgré leur clarté, les lettres d'Hildegard sont marquées par l'idéal bénédictin de la modération. La correspondance d'Hildegard avec l'abbé Ludwig, le successeur de Gerwin, est particulièrement intense. Une lettre de Ludwig à Hildegard et 4 lettres d'Hildegard à Ludwig ont été conservées. Hildegard poursuit ses exhortations. Ludwig est invité à se discipliner et à suivre la règle de Saint Benoît. Les vertus fondamentales qui lui sont recommandées sont l'humilité, la patience et la miséricorde. Hildegard atteste que Ludwig a connu un bon développement. À différents endroits, Hildegard s'exprime sur sa propre situation. Elle pleure la perte de son secrétaire bien-aimé Volmar. Actuellement, elle travaille seule à son œuvre De Operatione Dei ou Liber Divinorum Operum. Elle demande ensuite à Ludwig d'assumer le rôle de Volmar et de rédiger l'ouvrage. Dans ce but, elle souhaiterait lui envoyer l'ouvrage à cette fin. L'abbé Ludwig accepta volontiers le rôle qui lui était proposé. Il se rendit avec son chapelain Gottfried au Ruppertsberg pour apporter son aide à Hildegard. Après la mort
d'Hildegarde, ce fut l'abbé Ludwig qui incita le moine Theodorich d'Echternach à terminer la Vita Hildegardis fragmentaire. De son côté, Ludwig demanda conseil à Hildegarde pour savoir s'il devait accepter la charge d'abbé du monastère d'Echternach qui lui avait été proposée en plus. Hildegarde lui conseilla de le faire. Elle avait vu dans une véritable vision, je cite la lettre, que cette élection n'était pas imméritée. Ludwig accepta la charge et l'exerça pendant 8 années. Laissons donc de côté la correspondance d'Hildegarde avec les 3 abbés. Il est intéressant de voir la manière dont Hildegarde expose ses arguments. Les fondements de ses connaissances sont la vraie vision, les saintes écritures, la vie des saints et la doctrine des vertus. La règle de Saint Benoît fournit en outre des contenus importants. Hildegarde, qui a elle-même écrit un commentaire sur la Regula Benedicti, reprend sans cesse des idées qui se trouvent dans la règle. Le chapitre 64 de la règle traite de l'institution et du ministère de l'abbé. Il décrit la miséricorde et la modération comme des vertus fondamentales de l'abbé. Dans le cas où un moine inapproprié a été nommé abbé, la règle accorde le droit d'intervenir de l'extérieur. Dans ses lettres, Hildegarde revendique de fait ce droit. Ses déclarations sur l'image idéale de l'abbé la désignent comme une auteure imprégnée de part en part de la Regula Benedicti. Son objectif est d'inculquer la norme authentique de la règle. Voyons maintenant quel message Hildegarde envoie dans la lettre à la communauté de Saint Matthias. La lettre très volumineuse peut être considérée comme un texte complémentaire aux lettres d'Hildegarde aux 3 abbés de Saint Matthias. L'objectif des lettres aux abbés était d'élaborer une éthique professionnelle pour le poste de direction d'un monastère, en quelque sorte pour le berger. Dans sa lettre à la communauté monastique, Hildegarde élabore maintenant une éthique professionnelle pour le couvent, en quelque sorte pour le troupeau. Tout d'abord, l'état des moines est apprécié dans son statut dans l'histoire du salut. Les moines ont revêtu l'habit du Christ et veulent suivre le Christ. Ils sont le peuple spirituel prédit par le prophète Ésaïe. Ils construisent le mont Sion, une image de l'Église comme lieu du salut éternel. La lumière vivante elle-même les désigne comme les murs du temple, car ils sont une fondation de l'Église primitive. En tant qu'état spirituel, les moines sont comparables au cœur des anges. Ensuite, Hildegarde dresse une sorte de catalogue de vertus et de vices du mode de vie monastique. La gloire, l'orgueil, l'obstination ainsi que l'excès de mondanité sont blâmés. Sont loués l'amour de Dieu, la pénitence, l'obéissance et la rédemption des péchés.
Dans le sens d'une prophétie de salut, Hildegarde s'exprime enfin sur l'avenir du couvent de Saint Matthias. Je cite la lettre. « Votre lieu, je ne le vois pas détruit, bien qu'il subisse de nombreux coups. Vivez donc éveillés en Dieu. » Jusqu'aujourd'hui, cette prophétie s'est réalisée, vous pouvez dire. Dans sa lettre, Hildegarde fait référence à la Regula Benedicti de manière assez générale. Néanmoins, il apparaît clairement que la règle revêt également une grande importance dans cette lettre. On pourrait se référer au chapitre final de la Regula. Il traite du bon sel que les moines doivent avoir et résume les nombreuses considérations de Benoît exprimées précédemment. Dans l'ensemble, on sera d'accord avec Angela Carnavares qui qualifiait Hildegarde de modèle de bénédictine et qui, pour ce jugement, prend expressément en compte les lettres. La correspondance d'Hildegarde avec Saint Matthias met en valeur les déclarations faites dans le commentaire de la Regula Benedicti sous une forme épistolographiquement adaptée. Laissons là notre examen des contenus centraux de la correspondance d'Hildegarde avec l'abbaye Saint-Matthias. Je voudrais tenter une brève synthèse à la fin de mon exposé. La correspondance d'Hildegarde avec l'abbaye Saint-Matthias peut être comprise comme une forme condensée d'une conversatio benedictina. L'objectif de cette conversatio était de rappeler les données fondamentales d'une forme de vie monastique. L'intention générale des lettres d'Hildegarde est de faire prendre conscience des fondements spirituels d'une forme de vie bénédictine. Cela se fait dans le cadre d'un discours familier et non d'une réforme institutionnelle. La correspondance d'Hildegarde avec Saint Matthias fournit un bel exemple de l'existence d'une réforme permanente et silencieuse dans les couvents de l'ordre qui se déroulait de manière presque invisible à côté des grandes mesures de réforme. Dans le cas d'Hildegarde, 2 points méritent d'être soulignés. Premièrement, Hildegarde ne prend pas l'initiative de son propre chef, elle réagit aux demandes de ses correspondants. Deuxièmement, les lettres montrent clairement qu'Hildegarde n'agit pas en vertu d'une autorité immanente. Elle fait sans cesse référence à une vision spirituelle dont elle aurait bénéficié. Nous assistons dans ce phénomène à une très étrange inadéquation entre les lettres de demande et les lettres de réponse, entre, on pourrait dire, l'immanence et la transcendance. En même temps, les lettres constituent une partie importante des écrits doctrinaux d'Hildegarde. Je viens à la conclusion. Jetons encore un bref coup d'œil sur les autres liens qui existaient entre Hildegarde et le monastère Saint-Matthias, même après la mort de la visionnaire. Tout d'abord, on peut constater qu'il y a eu des contacts intensifs entre les scriptoria des 2 abbayes. En outre, il existe la thèse selon laquelle les moines de Saint-Matthias auraient remis à Hildegarde le livre de prière d'Hildegarde.
Ce livre de prière enluminé a été rédigé probablement à Saint-Matthias. Il ne contient pas de texte d'Hildegarde, mais des prières qui s'inspirent des pensées de Bernard de Clairvaux et de Guillaume de Thierry. En revanche, la remise de précieuses reliques d'Hildegarde à Saint-Matthias ne peut être mise en doute. Un inventaire de reliques datant de 1403 mentionne un voile, peplum, et la couronne d'Hildegarde qu'elle avait l'habitude de porter lors de la réception de l'Eucharistie, certum. D'autres informations indiquent que les cheveux de Sainte Hildegarde, sa couronne et son voile étaient déposés à Saint-Matthias. Il est également parfois question d'un peigne. Seule la couronne d'Hildegarde a été conservée. Elle se trouve aujourd'hui au musée du textile de la Fondation Abeck à Berne. Hildegarde elle-même était célébrée à Saint-Matthias comme une sainte prophétesse jusqu'au début des temps modernes. Pour ce qui est de la manière liturgique, il convient de signaler que l'abbé Ludwig fit inscrire le jour de la mort d'Hildegarde dans le nécrologue de l'abbaye d'Echternach. Curieusement, l'abbaye Saint-Matthias elle-même n'a pas rédigé d'office de fête propre à Hildegarde, peut-être parce que la canonisation officielle n'a pas eu lieu. Indépendant de cela, la correspondance d'Hildegarde avec l'abbaye Saint-Matthias constitue un exemple important de communication monastique dont l'objectif était de redonner vie à des facteurs fondamentaux de l'ordre de vie bénédictine. Mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement de votre aimable attention et je reste à votre disposition.